La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons partir en voyage en Europe de l'Est. Robbie, un dragueur chevronné, un grand amoureux de l'Europe de l'Est, un mec qui a visité chaque pays de l'Est et qui a couché avec des dizaines et des dizaines de femmes de l'Est. On peut dire qu'il a planté un drapeau dans quasiment chaque pays d'Europe de l'Est. Robbie va répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce qu'il préfère vivre et draguer en Europe de l'Est qu'en Europe occidentale? Quelles sont les différences entre les femmes d'Europe de l'Est et celles d'Europe occidentale? Les femmes d'Europe de l'Est sont-elles réellement plus belles? Sont-elles réellement plus faciles à séduire? Et sont-elles réellement plus vénales? Et est-ce qu'il faut les draguer autrement? Si tu veux te trouver une copine pour une relation sérieuse, cher auditeur, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher en Europe de l'Est? Oui? Non? Pourquoi? Ensuite, nous allons creuser un peu plus loin. Nous nous posons des questions comme: est-ce que les femmes de l'Est sont différentes d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y a des différences entre les femmes russes et les femmes hongroises, par exemple? Et si oui, quelles sont ces différences? Et y a-t-il un ou plusieurs pays où les femmes sont sexuellement plus libérées? Et inversement, y a-t-il un ou plusieurs pays où elles sont plus pudiques et conservatrices? Mesdames et messieurs, la compagnie Air France est heureuse de vous accueillir à bord de ce vol. Le capitaine et monsieur... Mon cher Robbie, t'es en forme aujourd'hui? Vu le sujet qu'on va aborder, je suis extrêmement motivé, ouais. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui alors? C'est quoi le sujet? Écoute, tu m'as envoyé la structure, donc je ne sais pas par où tu veux commencer, mais on va parler notamment de la séduction un peu en dehors des frontières, et plus particulièrement à l'est de l'Europe. Donc, on va parler de l'Europe de l'Est, des femmes de l'Europe de l'Est, ou plutôt c'est toi qui va en parler. On va partager un petit email qu'on a reçu d'un client. Mm-hmm. Il parle plus ou moins de la même chose. Ce sujet, c'est un auditeur qui nous a inspirés. Il a posté plusieurs commentaires sous... je vais l'ouvrir ici. D'accord. Sous je ne sais plus quel podcast. Hop, je clique. Boum, boum, boum. Ça s'ouvre. Cher auditeur, visualise Google Chrome qui est en train de charger sur un ordinateur lent. Ah oui, voilà. Donc, c'est le podcast qui parle de la drague en ligne. Voici le titre. Drague en ligne pour rencontrer une fille qui te plaît. Arrête de faire le web dating. Avec la vignette, le thumbnail dans lequel il y a le mec qui se tient le visage, qui exprime de la déception. Et sur la vignette, il est mis « Oh non, encore une moche !» Voilà. Et donc, je vais te lire le commentaire. C'est le commentaire de Nicolas. Il dit « Salut Consti, tu as parlé de Minsk et de Kiev. Certains mecs disent que les filles de là-bas sont mieux qu'en France ou en Belgique. Et vont les chercher là-bas. Qu'en penses-tu » Je lui ai demandé d'être un peu plus précis, un peu plus spécifique. Alors, puis il me dit oui, parce que sa question est donc: que penses-tu des relations avec des femmes de l'Europe de l'Est? C'est ce qu'il me demande ensuite, hein, Nicolas. Puis, je lui demande de préciser. Puis il me dit: se mettre en couple avec une femme de l'Europe de l'Est, est-ce un bon choix? Donc, je me suis dit, ok, on va carrément faire un podcast. Mais au lieu juste de comparer les femmes de l'Ouest et celles de l'Est, je me suis dit, on va essayer de voir ça sous un autre angle. Mm-hmm. Cet angle, le voici. Comment booster ta valeur sur le marché de l'amour? Comment maximiser tes chances de rencontrer une femme intéressante, une femme féminine, une femme séduisante, élégante? Tu sais, dans la communauté de séduction en général, nous en particulier, tous les autres, ou beaucoup d'autres coachs en séduction, coachs amoureux, etc., on parle
principalement de comment développer un bon mindset et des comportements séduisants. Autrement dit, comment t'adapter à ton environnement. Comment donc changer d'état d'esprit et de comportement pour augmenter tes chances avec le sexe opposé. Enfin, ou plutôt, comment augmenter tes chances de trouver un partenaire, une partenaire, des partenaires pour des relations à court terme, des relations à long terme, etc. Donc, comment changer toi, hein? On parle aussi de comment améliorer ton apparence en faisant du sport, en améliorant ton style vestimentaire, ton look. Donc, comment améliorer ton signalement, donc les signes que tu envoies au monde extérieur. Donc, si on... Enfin, c'est deux sujets que je viens enfin, c'est ces deux parties. Hein, donc, on parle de séduction, on parle de l'apparence. Ça fait partie de la même catégorie qui est comment changer. Comment changer toi en tant qu'individu. Comment t'améliorer en tant qu'individu. Mhm. Encore une fois, pour augmenter ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour, pour te trouver plus haut sur l'échelle sociale, enfin pour grimper l'hiérarchie, Mhm. pour comme ça être plus attirant, pour attirer un maximum de partenaires potentiels. Maintenant, on va voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est le nouvel angle que je voulais injecter dans ce podcast. C'est, au lieu de changer toi, on va changer d'environnement. Car c'est ce qui peut avoir également un énorme impact, un résultat immédiat sur ta valeur sur le marché de l'amour. Je vais illustrer ça à l'aide d'un exemple tout con. Tu prends un mec d'un 1m95 ou 90, jeune, beau, balèze, musclé et je ne sais quoi. Tu le mets sur un festival où il y a plein de jeunes et où il y a plein d'autres mecs qui lui ressemblent, qui sont grands, beaux, athlétiques, musclés, je ne sais quoi. Puisqu'il y en a tellement, la valeur de chaque mec individuellement va diminuer. C'est juste une question d'offre et de demande, et de disponibilité, de rareté. Tu prends un mec moyen, un 6 sur 10, tu le mets dans un environnement où il y a beaucoup de femmes et peu de mecs attirants, sa valeur va instantanément exploser. C'est ce dont nous allons parler également. Yes. Voilà. Donc, Roby, je t'ai lu. Je viens de lire une synthèse, une partie des commentaires de Nicolas sur en dessous du podcast qui traite de la drague sur le web. Ok, ouais. Alors, toi, tu es un grand adepte, un grand fan de l'Europe de l'Est. Pourquoi ? Bon, déjà, j'aime pas quand on parle d'Europe de l'Est. Déjà, je trouve ça très péjoratif parce qu'on imagine ça comme un bloc, comme si tous les pays se ressemblaient et que tout le monde parle la même langue, que toutes les filles sont les mêmes. Donc, c'est déjà, pour moi, d'un point de vue terminologique, c'est un peu... C'est une généralisation. Oui, je sais. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux parler... Oui. Quand on dit l'Europe de l'Est, c'est parce qu'on fait référence d'un point de vue géographique. Voilà, tout simplement. C'est à l'Est, en tout cas par rapport à nous. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et avec ma petite introduction terminologique, j'ai complètement zappé ta question. Donc, quelle était ta question ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît tellement ? Ah oui, voilà. Donc, quelle est en gros la différence entre les femmes de l'Est et les femmes de l'Ouest, pour reprendre la terminologie ? Oui. Ok. Bah, écoute, on peut même généraliser encore plus. C'est quoi qu'est-ce qui t'attire tellement en Europe de l'Est ? Tout à fait. Bah, écoute, car c'est pas seulement que les femmes. Non. Quoique, c'est une condition nécessaire. Si les femmes n'étaient pas comme elles le sont, tout à fait. Tu serais probablement moins intéressé. Moins intéressé, tout à fait. Donc, écoute, j'ai listé ici 5 points que je vais voir avec toi et avec les auditeurs. Donc, premièrement, il y a une différence physique. Donc, il y a un attrait physique. Donc, bien sûr, il y a une différence de physique suivant les pays. Si tu vas dans les pays purement slaves, ou tu vas dans les pays des Balkans, dans les pays d'Europe centrale, enfin, là, ici, il y a plutôt que la Hongrie ou la Slovaquie. Ce sont des filles qui ont un physique extrêmement attrayant par rapport à la plupart des filles de l'Ouest, tout simplement. Donc, c'est aussi lié à leur féminité.
Donc il y a une féminité qui est fortement accrue, parfois même un peu trop. Si tu vas en Russie par exemple, en Ukraine, c'est limite si elles ne sortent pas, si elles sont pas, il n'y a pas une tonne de maquillage et des talons. Donc c'est parfois un peu trop exacerbé. Mais néanmoins, il y a une composante physique intrinsèque, une qualité physique qui est extrêmement avantageuse. Donc t'as vraiment il y a un attrait physique. Ça c'est la première chose. Donc, première chose, tu les trouves, encore une fois, c'est une généralisation, plus attirantes. Plus attirantes, plus féminines, plus belles d'un point de vue cérébral. Donc tu les vois, il y a quelque chose qui se produit en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui éveille ta masculinité. Il y a quelque chose qui fait que tu as envie de les aborder, de les draguer, plus qu'une femme traditionnelle, parce qu'elle renvoie cette féminité. Tu te sens plus homme, plus dominant, plus... Je ne sais pas comment le formuler, oui. Car ça se situe... Oui, on parle d'émotion, du ressenti. Mm-hmm. Tout à fait. Et de nouveau, comme j'ai dit, il y a des différences aussi. Si tu vas dans les pays des Balkans, c'est plus des filles avec les cheveux foncés, avec un teint un peu plus mat. Si tu vas surtout en Roumanie, par exemple. Après, si tu remontes un peu avec les pays comme la Pologne, l'Ukraine ou les pays baltes, c'est beaucoup plus grande, longéfine, avec des peaux plus claires, des cheveux plus clairs aussi. Donc les styles sont différents, mais il y a quand même une constante. C'est une beauté qui est supérieure globalement, de manière générale, aux filles de l'Ouest, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Tu parles souvent de la féminité. Mm-hmm. Tu as mentionné plusieurs fois la féminité. Elles sont plus féminines. Mm-hmm, tout à fait. Que veux-tu dire exactement par ça ? Écoute, c'est d'un point de vue déjà physique, donc la façon dont elles s'apprêtent, ça va de leurs cheveux au maquillage, aux ongles. Donc ça, c'est vraiment purement esthétique. Puis il y a l'habillement. Après, tu veux dire quoi ? Cheveux, ongles, etc. Elles se laissent pousser les cheveux. Elles ont les cheveux plus longs. Elles soignent. Elles ont les mains soignées, les ongles faits. Elles ont mis du vernis, tout ça. C'est ça, c'est le côté maquillage. C'est le côté accentuer les caractéristiques purement féminines. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et il y a aussi une composante vestimentaire. Donc, il y a aussi un style vestimentaire qui est qu'on ne voit plus beaucoup chez nous. D'une part parce que c'est généralement mal vu et d'autre part parce que ça devient dangereux de se promener de manière trop sexy dans certaines rues. Il y a aussi un composant. Alors qu'à l'Est, en tout cas dans la majorité, il n'y a pas cette problématique. Donc, ce qui fait que les filles embrassent de manière littérale un style vestimentaire sexy, même parfois un peu trop, tout dépend après les critères, par rapport aux filles occidentales également. Donc cette féminité se trouve un peu à ce niveau-là. Et puis il y a aussi une composante comportementale, donc une façon de se comporter, de marcher, quand tu discutes avec elle, la façon dont elle parle, dont elle bouge. Elle marche comment ? Elle valse des hanches ? Écoute, il y a un superbe reportage, on pourrait le mettre en ressources, qui s'appelle « Séduction à la russe » sur Arte. Donc c'est un vieux reportage qui date, à mon avis, de 15 ans. C'est quoi le nom ? Séduction à la russe. À la russe, d'accord. Ouais. Et c'est en fait un reportage. Bon, Arte font de très bons reportages, donc ça c'est déjà une chose. Et deuxième chose, c'est un reportage magnifique, puisqu'en fait il met en exergue des problématiques actuelles, à savoir le féminisme et les impacts que le féminisme peut avoir justement sur la féminité de certaines femmes. Et concrètement ici, je vais faire très court et on mettra la ressource de ce documentaire en dessous, le lien en description. Ouais. Donc en fait, le reportage suivait certaines femmes qui occupaient des postes importants et des postes où elles devaient en fait, elles ont développé des caractéristiques purement masculines. Et en fait, en occupant ces postes à haute responsabilité et en ayant dû développer ces caractéristiques masculines, elles se sont rendues compte qu'elles avaient peur de ça, qu'elles perdaient un peu en féminité. Tu vois ? Et donc concrètement, je fais un petit résumé, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, mais qu'est-ce que ces filles ont fait ? C'est qu'elles se sont inscrites dans une école de séduction. Donc c'est quelque chose que tu ne verras d'ailleurs jamais chez nous, en tout cas pour les femmes, peut-être de manière assez différente. Donc une école de séduction basée sur
elles apprenaient à marcher de manière très féminine, à se comporter en rendez-vous, à être en accord avec leur féminité, etc., avec leur sexualité également. Et en fait, ces femmes suivaient ces cours dans cette école de séduction parce qu'elles avaient peur qu'en exerçant ces emplois qui pour elles étaient un peu masculinisants, elles avaient peur de perdre leur féminité. Et c'est pour ça qu'elles essayaient de compenser en allant à cette école de séduction. Donc voilà, ça te prouve un peu à quel point la féminité a un point important dans ces cultures. Tu vois ? Oui, oui. Alors. Mais attends, je vais peut-être continuer pour les différents points parce que j'ai pas. Donc ici, on est parlé sur la différence physique. Deuxième point, c'est la différence culturelle. Je ne sais plus combien de discussions j'ai eues. Ici, on parle probablement de. Désolé, je vais juste interrompre une seconde pour résumer le premier point. Donc, vas-y, plus attirante et plus féminine. Mm-hmm. Et ces deux vont ensemble. Et pour ça, il y a une explication, comme tu peux le deviner, me connaissant, évolutionnaire. Quand elles accentuent leurs caractéristiques purement féminines, ça a un nom, même j'ai oublié, je crois que c'est dimorphisme, je ne sais plus quoi, sexuel, enfin je ne sais plus, bref. Mm-hmm. Ça a un but évolutionnaire, ça a un but de communiquer au sexe opposé. Regardez, je suis plus fit en termes de fitness, plus fertile. J'y venais après dans le cinquième point, dans le quatrième point. Ouais. Et donc, il y a, en termes d'attirance, de beauté, ça a vraiment un composant sexuel, un composant évolutionnaire. Et donc, souvent, les mecs vraiment beaux, quand tu regardes les mannequins masculins, ce sont des hommes virils. Quand je dis viril, déjà, ils sont symétriques. Il y a la symétrie qui est très importante. La mâchoire carrée, elle est très purement masculin, assez développée. Bon, il y a toujours des exceptions. Tu as aussi des mannequins qui ont plus de traits féminins. Je parle de mannequins hommes. Mais en général, ce sont des hommes masculins, quoi. Et les femmes sont féminines. Bon, je parle pas des... Oh non, peut-être que je raconte des conneries, en fait. Je sais pas, car là, je me rends compte que les mannequins sur les catwalks, elles sont tellement maigres qu'elles n'ont pas de nibar, qu'elles ont des petites fesses. Ce qui n'est pas très attirant, par ailleurs. Non, ça peut être... Je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça beau d'un point de vue esthétique, mais je ne trouve ça pas... stimulant. Comment dire, ça n'a pas de sex appeal. Oui, c'est pas stimulant sexuellement. Je me dis pas, oh là là là, je veux me reproduire avec celle-là. Non, pas du tout. Tout à fait. Bref, j'étais en train de digresser, pardon. Je vais pas essayer de terminer mon raisonnement car j'ai l'impression qu'il ne fait il fait pas sens entièrement, quoi. C'est pas. Ouais. Bref, je te laisse continuer, Robbie. Ok, donc maintenant le deuxième point, c'est, je sais d'être un peu plus court sur les prochains points, c'est une différence. Donc on revient toujours, pourquoi est-ce que j'aime bien aller dans ces pays-là. Donc le deuxième point après la différence physique, c'est la différence culturelle. Il y a énormément, je ne peux pas compter le nombre de rendez-vous, y compris le nombre de filles avec qui j'ai couché, c'est assez substantiel, ce qui fait que j'ai une expérience pratique assez conséquente. Et lors des discussions, un point qui revient, mais tout le temps, dans les discussions, parce que c'est un sujet que j'aborde beaucoup, notamment si tu as déjà pris connaissance de mon programme Le Script sur le module des rendez-vous, je parle un des sujets favoris que j'ai lors du rendez-vous pour instaurer de l'intimité, c'est la relation homme-femme. Et donc c'est un sujet que j'aborde continuellement lors des rendez-vous. Et ce que je remarque en discutant avec ces filles de l'Est sur les relations hommes-femmes, c'est qu'il y a toujours un point commun, c'est elles se voient vraiment comme des femmes. Et pour elles, il y a encore une différence entre une femme et un homme. Un homme a des caractéristiques qu'il doit remplir et une femme a des caractéristiques qu'elle doit avoir plutôt. Et c'est extrêmement bien délimité. Donc elles perçoivent encore l'homme comme celui, l'homme fort avec des responsabilités, qui prend les décisions, qui prend les devants, qui assume aussi d'un point de vue financier dans certains pays aussi. Et la femme, vraiment, la femme féminine, la femme douce, qui apporte du réconfort, qui est là pour soutenir l'homme. Et ces discussions-là, je ne parle pas avec des femmes de 50 ans, je te parle avec des femmes qui ont même 18 ans, 20 ans. C'est extrêmement ancré chez elles, de par leur éducation, de par aussi leur cercle social. Les amis aussi sont comme elles. Et donc forcément, quand tu évolues dans un cercle, dans un environnement où tes parents, ta grand-mère, ta tante et tes amies aussi féminines pensent comme ça, eh bien, tu as des filles qui, peu importe l'âge, ont cette vision des relations hommes-femmes.
Voilà. Ça, c'est aussi la différence culturelle majeure que tu as entre les filles occidentales et les filles de l'Est. Ok. Ça, c'est le deuxième point. Ouais. D'accord. Ouais. Le troisième point, c'est un peu, bon, on va le dire, je viens de le mentionner un peu avec la différence physique, c'est un peu la différence de comportement, donc cette bienveillance, façon de marcher, de bouger, de parler, ces petites attentions. Donc on en a parlé dans la partie physique, et j'ai fait d'ailleurs référence au reportage d'Arte, d'ailleurs qu'on mettra en ressources. Donc ça, c'est le troisième point, la différence de comportement. Le quatrième point, et tu as déjà un peu mentionné, c'est la différence de compétition aussi. Il y a plus de femmes d'un point de vue statistique dans certains pays de l'Est. Voilà, comme la Russie, il y a un ratio homme-femme qui est plutôt en défaveur des femmes et en faveur des hommes, appelons ça comme ça. Donc il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes d'un point de vue statistique. Mais bon, ça veut tout dire et rien dire. On peut avoir dans des pays où il y a peut-être plus de femmes que d'hommes. C'est pas pour autant que le nombre de femmes de très haute qualité va être présent. Ce qu'on a par exemple si, je dirais si. Car ici, quand on parle, suffit juste de checker Wikipédia. Quand on parle de ratio homme-femme, et surtout quand on parle de ratio homme-femme en faveur des hommes, c'est-à-dire quand il y a plus de femmes que d'hommes, ce sont des différences minimes. C'est genre 49,5% de mecs et 50,5% de femmes. On peut dire que cette différence est très petite, hein, qu'elle est même négligeable. Mais la réalité est qu'une toute petite différence en termes de ratio peut se traduire en une grande différence en termes de pouvoir. Ça fait déjà un petit temps que j'ai plus lu / écouté cette expérience, mais je me rappelle, je crois que c'est le professeur Dan Ariely qui a écrit beaucoup de livres sur je crois que c'est je sais pas comment on dit en français, behavioral economist. C'est quoi? C'est l'économie comportementale, les finances comportementales. Mm-hmm. C'est l'intersection entre économie et comportement humain, tu vois. Donc, il ne regarde pas l'économie comme une discipline purement rationnelle, mais il tient compte du côté animal de l'homme, du côté irrationnel de l'homme. Donc ça, c'est son domaine de prédilection du professeur Dan Ariely. Et il a étudié aussi le comportement humain dans le contexte de l'amour, l'accouplement, les relations, etc. Okay. Et il a parlé d'une expérience où il y avait 10 mecs et 11 femmes. Et je ne sais plus exactement comment l'expérience a été construite. Mm-hmm. Mais chacun avait 10 €, quelque chose comme ça, ou $10. Et tu pouvais t'accoupler en achetant l'autre. Enfin, tu dis, voilà, je donne 10 € et tu veux bien être en couple avec moi, blablabla. Je ne sais plus exactement. Mais ça, c'était l'expérience. Mais la conclusion était qu'au final, les hommes avaient quasiment tout le cash. Hein, et les femmes avaient tout dépensé. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce que les femmes, elles aiment bien faire du shopping et elles aiment bien gaspiller l'argent, enfin dépenser, et les hommes, ils aiment bien gagner. Non, c'est... je le formule, je le reproduis, je cite le truc de manière très, très maladroite et incomplète. Mais la conclusion est que cette petite différence en termes cette différence dans le ratio homme-femme, petite, tu as 10 hommes, 11 femmes, c'est traduite au final dans une énorme différence en termes de pouvoir. Et ça peut t'expliquer pourquoi, c'est une des explications, la réalité est probablement beaucoup plus complexe que ça, pourquoi en Russie et en Europe de l'Est, enfin en général, mais en Russie plus particulièrement, il y a tellement de belles femmes et pourquoi les mecs sont beaucoup moins... Enfin, ils suivent moins en termes de beauté. Hein. C'est en fait un peu des bourrins, ils boivent, ils se battent, voilà. Car il y a tout simplement plus de femmes, ils sont plus en compétition pour attirer des mecs. Car la cause, on pourrait dire, est qu'il y a beaucoup de mecs
qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale, et ce déséquilibre, il se sent encore quoi, dans le marché. Faudrait en fait revérifier les statistiques sur Wikipédia, mais je sais qu'en Europe de l'Est, dans beaucoup de pays, le ratio homme-femme penche en faveur des hommes. Ouais. C'est-à-dire, il y a moins de mecs que de femmes. Mais ce que je voulais dire, c'est pas une question de pouvoir, et ça c'est évident, mais c'est pas parce qu'il y a... Ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes que ça va automatiquement se traduire par une augmentation de la qualité au sein des femmes, parce que ça dépend de plusieurs autres facteurs, notamment culturels, l'environnement aussi. Imaginons, je sais pas, moi, si tu vas prendre un État américain, bon, pas d'offense à nos amis américains, mais les femmes américaines ne sont pas ce qu'on appelle les plus sophistiquées, les plus glamour, les plus féminines. Bon, tu vas toujours trouver, bien entendu, mais c'est pas la norme. Si tu vas dans un, je sais pas moi, au Texas, ou peu importe l'État ou même la ville, et tu vas mettre par exemple 15 filles pour 5 mecs, c'est pas garanti que parce qu'elles sont en compétition, parce qu'il y a pas assez de mecs et trop de filles, que ça va se traduire par une féminisation accrue de ces filles-là, parce qu'il y a besoin de plus d'incitants. Il faut déjà, par exemple, ce qui est bien avec les filles en Russie, etc., c'est qu'elles ont un exemple. Quand elles regardent autour d'elles, elles voient la féminité qu'elles doivent atteindre et même dépasser pour éventuellement être encore plus attirantes sur le marché. Mais c'est parce qu'elles ont des exemples, mais c'est pas parce que tu vas avoir plus de filles dans un environnement. Si elles n'ont pas de bons exemples, ça va être très difficile de s'élever à ce niveau, par exemple des filles de l'Est, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle l'isopraxisme. Oui. Ouais. C'est d'assimiler l'apparence, le comportement des gens qu'on voit autour de nous, quoi. C'est pour ça que les membres d'un groupe se ressemblent en termes de comportement, vocabulaire, apparence physique, style vestimentaire. Ouais. Maintenant, tu as été aux US également. Ouais. L'exemple que tu donnes du Texas, est-ce que c'est un exemple... comment dire? Est-ce que tu as checké les stats? Est-ce que c'est réel ce que tu dis, ou c'était juste comme ça, un exemple, à titre d'exemple? C'était un exemple. Par contre, j'étais à Atlanta, c'est pas le Texas, mais c'est pas très loin, dans l'état de Géorgie, et c'est globalement la qualité des filles n'était pas extraordinaire, vraiment pas extraordinaire. Il y a beaucoup mais de quantité. Mais est-ce qu'à Atlanta, il y a plus de filles que de mecs? Je sais pas. J'ai pas vérifié. C'était un exemple que je donnais. Je dis simplement, imaginons même qu'à Atlanta ou à Texas, tu vas mettre 15 filles pour 5 mecs. Vu le niveau des filles en général sur place, je ne suis pas convaincu que même s'il y a un manque d'offres masculines, je ne suis pas convaincu qu'il y aura un nivellement vers le haut qui va atteindre le nivellement vers le haut que tu peux avoir dans les pays de l'Est. C'est ça que je veux dire, tu vois? Ouais. Je sais. Tu sais, moi, j'aurais tendance à dire l'opposé. J'aurais tendance à dire, mais bien sûr que oui, car notre... Comment le dire? Drive. Comment on pourrait dire ça? Human drive. Motivation. On va dire ça comme ça. C'est avant tout la reproduction. Pourquoi est-ce que les hommes sont en compétition entre eux? Ils veulent faire carrière, gagner plus de thunes, être plus beau, plus balèze, plus costaud, plus je sais quoi, avoir plus de pouvoir. C'est pour grimper, c'est pour se trouver plus haut dans l'hiérarchie. C'est pour envoyer des signaux aux femmes disant, regardez, les filles, choisissez-moi car je suis meilleur que tous les autres mecs. Ok. Les femmes sont entre elles aussi en compétition pour être choisies par ces meilleurs mecs. C'est pour ça que la sélection sexuelle est une pression. Enfin, je dirais c'est la pression la plus importante. Et donc, quand tu as comme ça plus de femmes que de mecs, d'office, elles vont se mettre en compétition entre elles pour être plus jolies, plus féminines, pour envoyer des signaux aux mecs. Oui. Hey, moi, je suis plus belle, plus fertile, etc. que toutes mes concurrentes. Prenez-moi. Oui, non, mais c'est évident maintenant. Est-ce qu'elles Donc, vont avec le temps, ça devrait se traduire en une qualité supérieure. Ouais. Peut-être qu'effectivement, aux US... Mais là, on parle d'un point de vue purement hypothétique, car on n'a pas checké les statistiques. Très, très hypothétique. Mais on peut s'imaginer que dans une ville ou un État aux US qui était très prospère, si maintenant
à cause de je ne sais quoi, de l'évolution technologique, tu vois, les changements sur le marché. C'était quelle ville, je ne sais plus, où l'usine Ford... Je sais plus. Je sais pas. Ah, merde, ouais, bref. Hein. Si là, les conditions changent et il y a une forte émigration, les mecs se barrent parce qu'il n'y a plus d'emploi, eh ben, si à ce moment-là, il y a plus de femmes qui restent que de mecs, si on parle d'un truc de 20 ans, 30 ans, 50 ans, oui, c'est une génération. C'est pas suffisant, quoi, je pense, pour voir. De nouveau, tout ça est extrêmement hypothétique et très difficile à prévoir. Donc, mais bon. Mais alors, ce même raisonnement peut être appliqué à ce que j'ai dit aussi sur la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que ces pressions, enfin cette différence en termes de ratio se traduit chez les femmes dans plus d'attirance, une plus grande accentuation de leurs traits féminins. Ouais, bah ça peut être parce qu'elles peuvent changer si elles sont comment dire, il n'y a pas assez d'offres masculines et plus d'offres féminines. Leur changement peut simplement aussi s'opérer à leur comportement, parce qu'un des problèmes, c'était mon point suivant, c'était aussi qu'elles vont peut-être être beaucoup moins difficiles, donner beaucoup plus de facilité, donner plus d'attention, mais ça ne veut pas forcément, pour multiplier les chances d'avoir un partenaire, mais ça ne va pas forcément se traduire par une féminisation accrue, comme tu vois dans ces pays de l'Est, par exemple. Tu vois. Donc c'est ça que je voulais dire aussi. C'est certain qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer. Maintenant, lequel va s'opérer et dans quelle mesure ça va avoir un impact, de nouveau, c'est très hypothétique parce que on n'a pas d'exemple empirique et je ne connais pas les stats de certains États ou de certaines villes. Mais bon, bref, c'était une grosse... Est-ce que les femmes de l'Est, nous on généralise, est-ce qu'elles sont plus faciles? Alors ça, c'est une question que je voulais en parler dans la différence sur les points suivants, donc les différences nationales et également sur le fait faut-il les draguer autrement. Donc ça, c'est un point que j'ai fait à part. Donc peut-être que je vais terminer sur, parce qu'on a déjà fait de manière assez longue, sur les différences, pourquoi j'aime ces filles, et peut-être on peut passer après sur les différentes autres questions peut-être. Ok, vas-y. Okay. Donc, je vais terminer donc sur cette différence de compétition, donc pour essayer de faire court. Donc, de nouveau, de ma pratique, donc plus de femmes dans certains pays, donc par exemple la Russie typiquement, là il y a des statistiques qu'on a déjà, toi aussi Consti, on a été vérifiées. Il y a aussi une grosse concurrence entre les femmes, d'où un nivellement vers le haut. Parce que la plupart des femmes cherchent constamment à augmenter leur valeur pour trouver un homme de qualité. Et Dieu sait que dans certains pays de l'Est, les hommes de qualité ne sont pas si fréquents. Donc, parce que même si ces mecs ont un profil à l'Est, généralement beaucoup plus masculin qu'à l'Ouest, et donc ils sont attirants pour ces caractéristiques masculines, il y a généralement un problème à d'autres niveaux, par exemple au niveau financier. Donc ils ne peuvent pas généralement donner des garanties financières. Et donc si un mec arrive de l'Ouest, avec un physique agréable, avec des traits de masculinité agréables, et si en plus il a la valeur financière, le côté financier avec, il va automatiquement ou presque l'emporter sur l'homme local. Par contre, un homme local, un homme russe, un homme biélorusse, un homme ukrainien, peu importe, qui a des caractéristiques masculines, un bon physique, et en plus financièrement a un bon niveau financier, la femme locale va toujours préférer, en tout cas ça c'est ce que j'ai remarqué moi, va toujours préférer l'homme local, parce que il y a aussi des critères de langue, de culture, et on s'assemble plus facilement avec nos semblables, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi ce que j'ai remarqué. Donc c'est une différence de compétition due aussi au fait qu'il y a très peu d'hommes de qualité dans ces pays. Donc forcément, les femmes doivent regorger d'efforts pour être de plus en plus attirantes et trouver un partenaire de qualité, quoi. Donc tout simplement, hein. Donc ça, c'était le point 4, la différence de compétition. Donc ce qui fait que quand toi, tu vas là-bas, tu as un bon style, un bon physique, tu prends soin de toi. Et là, je renvoie à ce que tu as dit en début de podcast, hein, comment augmenter sa valeur en faisant de la musculation, ton style vestimentaire, etc. Donc augmenter ta valeur donc, au niveau du toi-même. Et puis si tu changes d'environnement et tu es dans un environnement encore plus favorable, alors là, effectivement, tu vas avoir des résultats qui sont absolument dingues. Donc voilà. Et le dernier point... Ici, ouais, vas-y. Ici, je suis désolé, je suis un peu absent. Là, je suis sur le site Statistics. Non, times.com. Statisticstimes.com. Demographics. Countries by sex ratio. Ça a été mis à jour le 25 novembre 2018.
Donc, c'est la liste des pays, listés par sex ratio. Ok. Ouais. La source, United Nations Department of Economic and Social Affairs. Mhm. Le département des Nations Unies des affaires économiques et sociales et la Banque mondiale. Ok. Donc, c'est récent. Regarde ça. Quand tu regardes, donc, selon l'UN, selon les Nations Unies, 2018, Mhm. dans le top 10, oh là 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 là, enfin, même top 10 des pays. Troisième place, Latvia, c'est quoi? C'est Lettonie. C'est Lettonie. Lettonie, ouais. Lettonie. Sex ratio 84,8. Ouais, bref. Donc, Lituanie, il y a 117 femmes, Mhm. 118 si on arrondit vers le haut, Mhm. pour 100 mecs. Mhm. Ok. Lituanie, 117 femmes. Non, tu viens de dire Lituanie. Donc c'était Lettonie. Attends, alors. tu as Latvia. Ah oui, Lettonie, pardon. Donc, tu as Latvia, c'est Lettonie. Mhm. Donc, Lettonie, 118 femmes pour 100 mecs. Ok. Lituanie, 117 femmes pour 100 mecs. Ok. Ukraine. Comment on dit? Ukraine. Ukraine. L'Ukraine, oui. Si tu veux dire en ukrainien, c'est Ukraina, mais bon. Ukraine, Robbie. Ukraine, 116 Ouais, pour 100. Ok. femmes pour 100 hommes. Par contre, oui, peut-être que ce que tu dis, ça... Ouais, non, bref. Car la Chine, il y a quand même aussi 116 femmes pour 100 mecs. Mhm. Fédération russe, 115 femmes pour 100 hommes. Ok. Biélorussie, 114,9. Donc 115 femmes pour 100 hommes. Mhm. L'Estonie, Ouais. 113,8. Donc 114 femmes pour 100 hommes. Donc ça pourrait expliquer plein de trucs. Si on continue dans le 120, dans le top 20, il y a quand même aussi encore de Georgia, Hongrie, l'Arménie. Mais effectivement, dans le top 10, tu as aussi la Guadeloupe. Je sais pas, est-ce qu'il y a de jolies femmes en Guadeloupe? Je sais pas. Selon, si notre hypothèse est bonne, ça devrait être le cas. Chine, mon vieux, 6e place. 116 femmes Mhm. pour 100 mecs. Parce qu'en Chine, il y a des... Ouais. En Chine, il y a d'autres problèmes. Il y a un problème de sexualité un problème au niveau des relations hommes-femmes. Il y a des services qui commencent un peu à sortir de nulle part. Par exemple, des services de boyfriend ou girlfriend expérience, par exemple, tu vois. Donc, des femmes qui n'ont pas de copains et qui payent des hommes pour avoir l'expérience d'un petit ami, par exemple, tu vois. Ça pilule, ça pullule en Chine, hein. Au Japon aussi. Oui, non, pardon, là c'est Chine, Hong Kong, pardon. Ok. Parce que un peu plus bas, tu as Chine, Macao, donc je pense que puisque la Chine est tellement gigantesque qu'ils l'ont subdivisé ils l'ont découpé, quoi, en régions, en parties. Mhm. Ah ouais. Désolé, oui, non, tu disais, oui? Oh, j'ai fini, donc les auditeurs auront compris. Ok. 57e. Oh, ça, je savais pas. Écoute, il y a quand même. Ouais, il faut qu'on nuance, il faut qu'on soit intellectuellement honnête ou qu'on essaye de l'être. Si tu regardes 57e et 58e place, selon ici les statistiques de les Nations Unies. Mhm. 57e place, France. Mhm. Il y a 103,5 femmes pour 100 hommes. Ok. Belgique, il y a 103,4 femmes pour 100 hommes. Mhm. Bah, ouais. Attends. Male perfect. Non, je regarde ici juste à côté. Attends. Ouais, non, c'est juste. Donc, si, selon ma théorie, les hommes devraient avoir le pouvoir, même en France, même en Belgique, même si le ratio homme-femme, et même si la différence est très faible, selon ma théorie, cette différence minime devrait se traduire dans de grandes différences en termes de pouvoir. Et quand je dis en termes de pouvoir, je ne parle pas uniquement de ce trait intangible, de l'influence que tu as sur les autres, mais aussi vraiment dans l'expression, comment dire, elle devrait aussi s'exprimer dans le physique.
Ouais. Hein, tout comme en Russie, tu as des femmes. C'est pas le cas du tout en France, en Belgique. Voilà. Et deuxième chose, on peut le dire important. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Je peux parler de la Belgique vu que c'est mon terrain de chasse, quoi. Hein, surtout la Flandre et Bruxelles quand même aussi. Plusieurs villes où je rencontre des femmes, j'ai des rendez-vous, j'ai des relations et tout. Et oui, en Belgique, c'est pas vraiment le cas. Je dirais même que c'est l'opposé. Les hommes deviennent plus féminins et les femmes deviennent plus masculines. Donc on se retrouve au milieu comme ça. Tu as des humains un peu androgynes, un peu amorphes. Tout à fait. Donc, ouais. Donc, cher auditeur, désolé si tu nous as écoutés jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on a raconté que des bêtises. Ah non, mais moi c'est ce que je disais par rapport avec l'exemple de prenons en état hypothétique aux États-Unis où tu aurais plus de femmes que d'hommes. J'ai simplement dit que ce simple facteur ne va pas entraîner de facto des différences de pouvoir en faveur des hommes ou des différences physiques importantes. La preuve, Belgique-France avec les statistiques. Salopard, tu veux quand même avoir raison. Oui, parce que c'est ce que je remarque. Et en fait, le pouvoir qu'il a en France, en Belgique, c'est le top 20 des femmes très attirantes, parce que pour le reste, il faut être très honnête, la qualité moyenne dans ces pays est extrêmement basse. C'est tout. Et effectivement, si tu vas prendre le top 20... je sais pas, quand tu le formules comme ça, extrêmement basse, Roby. Ok, qu'elle est plus basse, d'accord, mais extrêmement basse. Il y a quand même une différence. Il y a quand même de jolies femmes. Hein. Tu te promènes, tu vois quand même des trucs... Enfin, des trucs... De temps en temps, tu vois quand même un petit poisson. Oui, tu vois un petit poisson, dis, mais qui n'a pas forcément bon, le style vestimentaire, la féminité, le comportement féminin dont je parlais juste avant. Donc, effectivement, tu peux peut-être avoir génétiquement quelque chose qui est intéressant, mais ça va être... Mais c'est clair qu'il y en a moins. Il y en a moins. Donc, c'est pour ça que je disais que simplement cette constatation du fait qu'il y ait statistiquement plus de femmes que d'hommes ne va pas automatiquement engendrer un nivellement vers le haut en matière de encore une fois, moi, je dirais que si. Mais, par contre, il y a d'autres influences, d'autres facteurs qui vont freiner ça, qui vont pousser ça dans un autre sens. Et voilà. Bref, ok. Je sais pas. Peut-être que je devrais juste me taire, tu vois. Ouais. Ok. Écoute, je vais faire ça. Tiens, ça me semble être une bonne idée. Tu me poses pendant le reste du podcast. Tu n'interagis plus. Quand il s'agit de l'Est, tu n'interagis plus. Ok. Non, je rigole. Donc, je termine sur peut-être le 5e point avant de passer aux autres questions. Sinon, on va y passer 2 heures. Et moi, je trouve qu'une des plus grosses différences entre... toujours, pourquoi est-ce que moi, j'apprécie plus les filles de l'Est que les filles de l'Ouest, c'est cette différence... je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. L'entitlement. Ouais. Enfin, on va trouver... on va essayer on va l'expliquer de plusieurs façons. Tout leur est dû, voilà, c'est ça. Ouais. Tout leur est dû. Ouais. Et c'est d'ailleurs, tu connais Hans, qui est pour l'instant en Amérique du Sud. Tiens, on va faire la pub pour lui, Hans Comyn. Oui. Il y a même encore un article sur le blog de Hans Comyn. On va mettre le lien. Hein. Ok, parfait. Voilà. Mais bon, bref, lui, pour l'instant, est en Amérique du Sud. Que je salue d'ailleurs. Salut Hans, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc lui était en Amérique du Sud, mais c'est tout à fait transposable à l'Europe de l'Est. Bon, il y a des différences, mais en termes de féminité, de beauté physique, il y a des choses qui se ressemblent. Et lui a fait un article récemment que je trouvais... je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais là-dessus, il avait tout à fait raison. Il expliquait aussi quelle est la plus grosse différence entre les filles de l'Est et les filles sud-américaines et les filles occidentales. Eh bien, un des facteurs premiers, c'est la différence en termes de... que ces filles de l'Ouest ou les filles sud-américaines n'ont pas ce comportement de tout leur est dû. Tout leur est dû facilement. Quand elles veulent, c'est elles qui décident. Donc, c'est elles qui ont le pouvoir, de nouveau. Et tu n'as pas cette impression. Et ça, c'est ce qui me rend le plus addict aux filles de l'Est. C'est justement ce comportement très accessible. Voilà. Donc, elles sont fort demandées. Parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, ces pays-là, ces pays de l'Est, ces pays Sud-Amérique deviennent de plus en plus connus, demandés. Il y a de plus en plus d'hommes de l'Ouest qui vont dans ces pays-là parce qu'ils sont conscients de la qualité qu'il y a. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui vont là-bas et qui les demandent, elles restent quand même extrêmement accessibles.
Or, ici, quand tu atteins une certaine qualité chez une fille, tu as intérêt à t'accrocher. Hein. Tu as vraiment intérêt à t'accrocher parce que tu vas devoir bouffer de la merde pour atteindre quoi que ce soit avec elle. Ça, c'est aussi une grosse différence. Tu vois, c'est qu'elles sont beaucoup plus accessibles et donc beaucoup moins cette attitude de tout leur est dû. Voilà. Je pense que j'ai trouvé encore un élément qu'on pourrait injecter dans le raisonnement, dans la théorie du sexe ratio. En fait, oui, du sexe ratio. Tu insistes hein, sur le sexe ratio. J'insiste, oui, parce que je veux comprendre, Roby, je veux comprendre. Comment expliquer que en Belgique, en France, ce déséquilibre dans le ratio, ou cette différence plutôt dans le ratio, ne se traduit pas justement dans des différences, ne pousse pas les hommes plus vers l'extrême masculine et les femmes vers l'extrême féminine. Comment ça se fait que c'est le cas en Europe de l'Est? Ici, j'ai sorti les statistiques de la Colombie. Okay. Parce que j'ai un pote qui y habite et en parlant de Hans, j'ai aussi lu un petit post. Mais il était en Colombie, justement. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour ça. Yes. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, la Colombie. Et je regarde ici le ratio homme-femme en Colombie. C'est de nouveau 96,11. C'est-à-dire, il y a 96 hommes pour 100 femmes. Okay. De nouveau, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais il y a aussi, regarde, l'autre élément que j'aimerais injecter, c'est celui de l'achat de pouvoir, ou plutôt du standard de vie. Ou plutôt, non, c'est le Gini coefficient. Gini coefficient. Et je crois que c'était quoi déjà? Je devrais une fois checker Gini. Attends, je cherche. Tu veux dire l'index McDo ou l'équivalent? Non, oui, Gini coefficient. Attends, ok, voilà. Ouais, voilà. The Gini index is a statistical measure of distribution developed by the Italian statistician Corrado Gini. It's often used as a gauge, un gage, façon de jauger, oui, un gauge, of economic inequality. Ok. Donc, inégalité économique. Measuring income distribution, or less commonly, wealth distribution among population. Donc, c'est la distribution des revenus ou de wealth. Comment on dit de richesse. Ouais. Parmi la population. En Europe de l'Ouest, le rôle de l'homme, le rôle du mâle en tant que pourvoyeur, celui qui fait rentrer les ressources, est en fait repris plus par l'État. Maintenant, les femmes n'ont plus vraiment besoin d'un mec pour subvenir à leurs besoins. Fait, bien sûr. Mais je ne sais pas, donc ça, il faudrait aussi checker. Je ne sais pas si c'est le cas en Europe de l'Est. Là, je pense que c'est un peu plus prononcé. Oui, tout à fait. Ici, en Europe de l'Ouest, aussi, l'inégalité est assez faible. Je veux dire, la plus grosse couche, c'est la classe moyenne. Ici, si tu veux vraiment impressionner avec tes ressources, que tu gagnes 2 000, 5 000 ou 10 000 euros par mois, oui, tu vas voir des différences, mais ça sera visible, tangible, mais ça ne va pas vraiment faire une énorme différence. Ici, si tu veux attirer avec ton statut, tu dois vraiment être hors norme, quoi. Donc, ici, tu dois vraiment être millionnaire. Donc, la plus grosse couche, c'est la classe moyenne. Mais je pense qu'en Europe de l'Est et en Colombie, et ici aussi en Belgique, en Europe de l'Ouest, la différence entre riches et pauvres, le fossé entre riches et pauvres est plus petit. Tandis que en Europe de l'Est, je suppose, il faut checker, mais en tout cas en Colombie, ça j'en suis sûr, l'inégalité est plus grande. Le fossé entre riches et pauvres est plus grand. Tout à fait. C'est le rôle de l'homme en tant que pourvoyeur est plus prononcé. Tout à fait, bien sûr. Et c'est ce que ça se voit en Colombie. Il y a tellement de... Peut-être aussi en Brésil, mais en tout cas, j'ai un pote qui habite là-bas depuis, c'est pas moi, 15 ans. Et on communique régulièrement, il m'envoie des photos. Là, déjà, encore une fois, tu as le ratio homme-femme en faveur des hommes et cette inégalité. Ah oui, là, les femmes sont... ça va tellement loin que la chirurgie esthétique, elle est tellement... c'est hyper populaire, quoi. Tu as tellement de femmes avec des seins en plastique, des culs en plastique.
Pourquoi? Justement, pour accentuer justement leur féminité, hein, blablabla. Et donc, je pense que si tu considères ce facteur économique, il peut renforcer ou justement ralentir, affaiblir l'influence du sexe ratio. Voilà. Tout à fait. Oui, ça c'est aussi un point qu'on aurait pu aborder. Et c'est à la fois un point qui est vrai, mais qui est aussi à nuancer. C'est la question de l'argent. Quand on parle de l'Europe de l'Est, il y a des clichés qui circulent sur le fait qui principalement elles sont intéressées par ton argent. Et là, je prends le cliché certainement le plus basique et le plus récurrent. Et en fait, il faut bien se mettre à la place de ces femmes-là. Donc déjà, il y a une différence à faire entre certains pays où il y a vraiment une liberté de circulation. Par exemple, si tu prends la Hongrie, si tu prends la Roumanie. Bon, la Roumanie, c'est encore un peu différent parce que c'est pas dans Schengen, mais tu prends la Pologne, etc. Et c'est possible pour ces filles d'aller ailleurs. D'ailleurs, il y en a qui vont en Allemagne, qui vont en Belgique, qui vont en France travailler. Donc, il y a déjà, c'est plus comme il y a 30 ou 40 ans. Il y a plus ce cliché de oui, la fille hongroise va venir en Belgique pour avoir des papiers. Non, la fille, elle est européenne. Donc, si elle va aller en Belgique, elle va en Belgique avec ou sans toi. Si elle va aller en France, elle va en Belgique, en France avec ou sans toi. Et en plus, voilà, leurs diplômes sont reconnus. Donc, ils peuvent étudier aussi à l'étranger, travailler à l'étranger. Enfin, bref. Par contre, c'est vrai que si tu vas dans certains pays, comme l'Ukraine, par exemple, il faut savoir que oui, le salaire moyen en Ukraine, si tu travailles dans un je sais pas, un beauty shop, par exemple, en tant que caissière, bon, tu vas gagner 150 € par mois, par exemple, tu vois. Donc, c'est évident, et on peut pas blâmer ces filles, surtout qu'elles ont accès aux médias comme toi et moi. Donc, elle voit des trucs sur Instagram, elle voit des trucs de tous les côtés qui la stimulent, et elle aussi, forcément, on peut pas la blâmer pour ça. Son objectif, c'est de pouvoir avoir un mec qui peut éventuellement lui offrir une vie meilleure, tu vois. Ça a bien entendu un impact, mais là encore, il y a des nuances. On ne demande pas au mec des providers. Si la fille te demande, oui, paye-moi un nouveau téléphone ou paye-moi des vacances, non, écoute, t'as qu'à travailler pour ça. Si par contre, il s'agit de payer un restaurant à une fille en Ukraine, bah oui, tu vas le faire parce que ça coûte pas cher et elle, un restaurant, ça peut potentiellement valoir 1/10 de son salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Ça, c'est clair que l'argent joue un rôle, évidemment, mais c'est à nuancer en fonction du pays. Par exemple, en Pologne, la Pologne, c'est ce qu'on appelle communément la Nouvelle-Allemagne pour des raisons économiques. C'est une puissance économique. La Pologne, au sens des termes employés par l'OCDE, c'est une puissance économique. C'est la première puissance économique c'est le premier pays à être considéré comme une puissance économique parmi les anciens pays du bloc de l'Est. Ok. Donc parce que tu vas à Varsovie, c'est Manhattan, quoi. Il y a des gratte-ciel qui sortent de terre de tous les côtés. L'immobilier augmente, les salaires augmentent, toutes les entreprises se délocalisent en Pologne parce qu'il y a une main d'œuvre de qualité. Ce qui fait que aujourd'hui à Varsovie, si tu parles 2-3 langues, tu as un bon diplôme dans certaines niches, je dis pas dans toutes les niches. Un prof en Pologne gagne 800 € par exemple, tu vois. Par contre, tu vas travailler dans le tertiaire, tout ce qui est télécommunications, multimédia, et il y a beaucoup d'entreprises qui font notamment des jeux vidéo, des programmeurs. Tu vas te faire des couilles en or en Pologne. Hein. Et des filles aussi. Moi, j'avais comme ça, quand j'habitais à Cracovie, j'ai habité 1 an à Cracovie en 2015, j'avais comme ça un rendez-vous avec une fille qui faisait du développement des jeux vidéo. La fille, elle se faisait 4 000 € par mois, elle voyageait non-stop. Et cette fille avait plus d'argent que moi à l'époque, tu vois. Donc, il faut faire attention. En Moscou, j'ai eu aussi des rendez-vous avec des filles qui avaient plus d'argent que moi, qui étaient chefs d'entreprise, des choses comme ça. Donc, tu vois, tout ça est à nuancer, suivant les pays, suivant les filles. Bon, après, c'est certain qu'il y a des... Quand tu parles de la Colombie, c'est très pauvre. L'Ukraine, c'est aussi très pauvre, par exemple. Donc là, effectivement, l'argent aura encore un impact différent. Donc, on peut l'expliquer, l'argent, mais de nouveau, c'est à nuancer suivant les pays et suivant les villes. Ouais. Robbie, faut-il draguer les filles de l'Est autrement? Oui. Donc, il y avait une autre question avant. Est-ce qu'on la zappe ou... S'il y a des différences nationales, oui. Cette question-là, la réponse est claire, oui, il y en a. Ouais. Il y en a, effectivement. Donc, comme je l'ai dit au début de podcast, les Hongroises ne sont pas des Serbes, les Serbes ne sont pas des Biélorusses, et les Biélorusses... Bon, seule petite nuance, les Ukrainiennes, les Biélorusses et les Russes sont très proches d'un point de vue culturel. On peut même dire que c'est quasi les mêmes... si tu veux, tu peux résumer ça brièvement. Hein. Quelles sont les différences individuelles? Avec quelle nationalité?
Quelles sont tes nationalités préférées, moins préférées, avec lesquelles est-ce que tu as le plus d'expérience? La Hongrie, c'est le pays avec lequel j'ai plus d'expérience. J'ai connu ça en 2012 déjà, donc j'ai vécu sur place. Mon ex-copine à qui je suis resté 2 ans était hongroise aussi, donc j'ai vraiment une grosse expérience de la langue, du pays, de la langue aussi d'ailleurs. Et je les connais très bien. Je connais aussi bien les Ukrainiennes, pour y avoir été beaucoup de fois, les Russes également, les Biélorusses un peu moins, mais j'ai eu quelques expériences. Mais bon, si je dois résumer ça, pays très similaires, c'est Ukraine, Biélorussie, Russie. C'est quasi, on va dire, des frères, des jumeaux, quelque part. Bon. S'ils m'entendent, ils vont me tuer parce que c'est bien entendu très différent. Dis pas à un Ukrainien que c'est un Russe, sinon il va te trucider. Ils sont très nationalistes. Mais ce que je veux dire, c'est que leurs femmes sont relativement proches d'un point de vue comportemental. Les Hongroises, les Hongroises, c'est un peu comme leur langue, c'est un peu un ovni dans l'Europe de l'Est, même si c'est l'Europe centrale. C'est-à-dire que c'est des filles qui sont un peu hybrides, à la fois entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Très occidentalisées, mais en même temps avec des traditions encore qui restent. Donc c'est un terrain assez compliqué, la Hongrie, je dois l'avouer, même si c'est mon terrain favori pour des raisons, je sais pas, pure d'attachement. Mais c'est pas le pays que je recommanderais en premier lieu, parce que Budapest, c'est aussi extrêmement touristique. Et forcément, il y a un afflux massif de personnes, de mecs. Et les filles sont un peu lassées, sont un peu habituées. Donc là-bas, être étranger, ça n'a plus aucun impact, par exemple. Tu vois. Donc voilà, c'est un pays que j'adore, qui est magnifique et que j'adore. Et j'adore leurs filles aussi, mais c'est pas le plus facile. Et puis, tu as tous les pays des Balkans aussi. Donc Croatie, Serbie, Macédoine, Albanie, Monténégro. On peut dire aussi la Bulgarie, la Roumanie, même si la Roumanie est encore un peu différent. Ne serait-ce que par la langue aussi, c'est une langue plus latine, notamment que les... Oui, c'est la seule langue romane ou latine, comment on dit? Les deux, les deux. Oui. Et en parlant d'albanais, l'albanais, c'est aussi une langue complètement, comment on va dire, à part, quoi. C'est toute une branche... c'est vraiment compliqué comme langue. C'est une branche à part. Tout à fait. Enfin bref, oui, tout ça pour dire que ces pays-là, donc des Balkans, sont des pays aussi très particuliers. Donc les hommes là-bas sont extrêmement dominants, extrêmement masculins, primitifs, un peu des sauvages, un peu. Mais dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Des paysans un peu, comme ça. Et les filles sont habituées à ce type de comportement. Donc les filles ont aussi un comportement très il y a du caractère dans ces pays-là, donc c'est assez. Donc il y a des différences. Il faut visiter. Ils ont du tempérament aussi. Du tempérament, exactement, c'est le mot que je cherchais. Elles ont vraiment un fort tempérament. Donc ce sont suivant ta personnalité, suivant tes... bon, après, il faut aussi se sentir à l'aise avec la culture locale, mais bon, il faut savoir quelque chose, c'est que chaque pays est vraiment différent l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que je disais que l'Europe de l'Est, bon, c'est pas un bloc, hein, c'est différents pays avec différentes cultures, différentes langues, même si des langues se ressemblent, et bien sûr des filles qui ont des personnalités différentes d'un pays à l'autre, quoi. Voilà. Bon, je vais simplifier la question. Dans l'Europe de l'Est, dans quel pays est-ce que les filles sont les plus sexuellement libérées? Je dirais la Hongrie, quoi. Ok. Ouais. Et l'opposé, lesquelles sont les plus traditionnelles, les plus conservatrices? Même si ça a tendance à évoluer, je dirais la Pologne. Ouais. Ah ouais. Même s'il y a... En Pologne, j'ai habité 1 an, donc je suis extrêmement qualifié. J'ai eu un nombre d'histoires assez folles, mais j'ai aussi un nombre d'histoires complètement frustrantes, parce que c'est ce que j'appelle le pays du noir au blanc. C'est soit tout, soit rien. Et quand je dis rien, c'est parfois... C'est le pays où j'ai rencontré le plus de filles à 22-23 ans qui étaient encore vierges, par exemple. Ah ouais. Donc maintenant, ça change, parce que c'est un pays qui s'occidentalise très fort, la Pologne. Oui, ça change parce que t'es passé par là. Oui, à Cracovie, en tout cas. Pour la Varsovie, j'ai pas encore eu le temps. Mais ouais, non, mais voilà. Donc moi, je dirais la Pologne. Après, si tu vas encore un peu plus loin, bon, là, c'est des pays qui sont comme la Géorgie, l'Arménie. Là, c'est encore très, très, très particulier. Mais si je te parle vraiment des pays un peu plus proches de chez nous, hein. Donc, je dirais la Pologne, ouais. Dans quel pays donc est-ce que tu peux draguer le plus... Est-ce qu'il faut draguer autrement? Est-ce que dans certains pays, tu dois être plus indirect, plus prudent, plus adopter plus te comporter comme le petit ami potentiel, tu vois, comment dire, le gendre
parfait. C'est comme ça qu'on dit? Mhm. Ouais. Et d'autres pays où tu peux être plus direct, plus dominant, plus allez, viens, on part à l'aventure, c'est juste pour le fun. Bah, écoute, être direct, ça c'est partout. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a aucun pays où être direct va t'attirer des ennuis. Tout dépend comment tu fais, bien entendu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles. Par exemple, si tu vas chez les Ukrainiennes, les Biélorusses, les Russes, sont plus traditionnels en termes de dating, de rendez-vous. Donc Mhm. c'est plus calme, plus sage. Tu vois même dans le style vestimentaire des Ukrainiennes, des Biélorusses, c'est plus sophistiqué, c'est plus BCBG. Là où les Hongroises sont un peu plus libérées, où là par exemple, c'est un peu plus volatile, ça part un peu dans tous les sens avec les Hongroises. D'ailleurs, tu le vois à leur habillement, c'est beaucoup moins sophistiqué et beaucoup plus dévergondé comme style vestimentaire, par exemple, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un peu les grands différences. Mais est-ce qu'il faut draguer différemment? Non, il faut juste prendre en compte la culture locale du dating. Et ça, tu peux seulement le faire en allant sur place et en t'immergeant dans l'environnement. Mais une des erreurs que la plupart des mecs font, c'est de croire que ça va être, comment dire, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile en termes d'accessibilité. T'auras pas les filles sont plus belles, elles sont plus accessibles, elles sont moins entitled, donc un peu moins tout m'est dû. Ouais. Il y a plus de quantité et de qualité. Enfin bref, il y a un environnement favorable. Mais si tu penses que juste parce que tu viens de l'Ouest, elles vont ouvrir les jambes, ben là tu te mets le doigt dans l'œil. Ça va toujours arriver, bien sûr. Tu vas toujours trouver des exceptions. Les filles, juste parce que tu es étranger, c'est exotique, elle n'en a pas beaucoup vu dans sa vie, ça va être la formule magique. Mais dans la plupart des cas, et je prends l'exemple de la Pologne par exemple, où là il faudra s'armer de patience, ou dans d'autres pays, des pays des Balkans, les filles ont un fort tempérament. Si tu penses que simplement venir là-bas et parler 2-3 mots de français ou d'anglais va t'ouvrir toutes les portes, mais tu te mets le doigt dans l'œil, quoi. Par contre, si tu sais t'adapter un minimum et que tu commences à comprendre un peu les codes locaux, là je peux te prédire du succès à profusion. Parce que tu auras compris comment ça fonctionne, et tu auras accès tout simplement à plus de femmes mignonnes aussi. Donc tu auras de la qualité et de la quantité. Mais croire que c'est parce que tu vas être là-bas juste parce que tu es étranger, ça va dérouler, là c'est une fausse croyance, quoi. Donc ça c'est la nuance que je voulais apporter. Robbie, Ouais. tu étais supposé répondre. Consti! Yes, Consti. Ok. Ah, ouf. J'aime bien entendre mon nom. Robbie, décris-nous une expérience. Une Une expérience. chouette expérience que tu as vécue. Mm. Oh, en Europe de l'Est. Tu peux choisir le pays, tu peux choisir l'expérience, bien entendu. Écoute, moi j'en ai noté 3, ça semble beaucoup, mais je vais faire très court. 3 qui... Oui, comme ce podcast. Ouais, il est très court, mais très intéressant, je trouve. Très, très intéressant. Première expérience qui me vient à l'esprit, c'est l'expérience qui m'a fait aller dans ces pays-là. Donc c'est quand même, symboliquement, c'est intéressant. C'est qu'est-ce qui m'a motivé justement à aller là-bas. C'était en 2011 et j'avais abordé dans un bar à Bruxelles des filles qui se sont révélées être des Hongroises. Et j'ai été, je fais une avance rapide, la soirée s'est très bien passée. Et 2-3 jours plus tard, je pense, j'envoie un texto, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces WhatsApp, etc. C'était un texto à cette fille. 3 jours plus tard, pourquoi 3 jours ou 2 jours, je ne sais plus. Enfin bref, c'était pas le lendemain, c'était le surlendemain ou 3 jours plus tard, je ne sais plus. Et sa réponse a été quelque chose comme, je m'en souviens toujours, c'était finalement, tu m'écris, j'y croyais plus. En tout cas, c'était génial, j'étais ravi de passer la soirée avec toi. Et pour moi, ça a été un vent de fraîcheur. De me dire, mais en fait, putain, ce type de message à l'époque, même aujourd'hui, de la part des filles belges ou françaises, c'est un peu la même chose, mais je reçois plus ça, je reçois pas. C'est une sorte d'enthousiasme, de naïveté, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a un peu... Juste de sincérité, quoi. Oui, de voilà. sincérité, Bref, c'était pour moi un vent de nouveauté, parce que j'avais quand même l'habitude de toujours un peu galérer à l'époque, en 2011, de ramer, de devoir faire beaucoup d'efforts pour pas avoir grand-chose. De devoir faire les efforts, de leur courir après. Exact. Et donc là, j'avais... D'être confronté à de la résistance, ouais, je ne sais pas. Oui, tout à fait, exactement. Et là, j'avais une fille de qualité, physiquement parlant, et qui me répond comme ça. Et puis, 2 semaines plus tard, c'était un hasard assez incroyable, 2 semaines plus tard, ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, dans le même endroit, je recroise aussi une fille qui m'avait lancé un regard complètement enflammé, ce qui aussi est plus rare ici que là-bas, par exemple. Là-bas, elles sont
quand tu plais à une fille, tu le sais relativement de manière assez claire. Et en fait, je l'avais abordée, cette fille, et elle s'est révélée être aussi hongroise. Donc, c'est un pur hasard, dans l'espace de 2-3 semaines, dans le même endroit. Et donc, il m'en a pas fallu plus pour aller sur place. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé grâce à la rencontre de 2 filles à Bruxelles en 2011. Donc ça, c'est la première anecdote. L'autre anecdote que je peux donner un peu, je ne vais même pas aller à la troisième, je vais prendre simplement une anecdote assez révélatrice. C'était, d'ailleurs je pense que tu devais aussi parler de ça à un moment ou à un autre, j'étais en Belgique, bon ça date d'il y a 2 ans je pense, ou 1 an et demi, je ne sais plus, enfin bref. J'étais en Belgique sur le Tinder, et le Tinder déjà en Belgique il y a 1 an et demi, c'était pas la folie. Hein. Ça commençait déjà un peu à perdre en vitesse. Et je me disais, bon, allez, je pense que c'était un dimanche, ou c'était pas un dimanche, c'était un jour où j'étais à la maison en train de regarder la télévision. Je me suis mis sur Minsk pour rigoler, 1 heure. Et en l'espace d'1 heure, j'ai eu quelques matchs, dont un match avec une Biélorusse qui était hôtesse de l'air, qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, chez Belavia, donc la compagnie aérienne biélorusse, Belavia. Et bon, la fille en plus parlait un peu le français, et d'ailleurs prenait des cours en français. D'ailleurs, elle a même fait un stage de 10 jours près de Lyon, au Bordeaux, je sais plus. Bref, c'était une fille qui parlait un peu le français. Et on a comme ça, bon, c'était assez fou parce que je me suis mis comme ça pour rigoler 1 heure. Finalement, un match de qualité. Enfin, j'en avais d'autres, mais elle, ça a vraiment bien fonctionné. On a commencé à discuter, on a été sur WhatsApp, on a fait l'un ou l'autre coup de téléphone. Et 3 semaines plus tard, on a décidé de se voir à Varsovie, parce que pour elle, c'était assez atteignable facilement, et pour moi, c'était aussi super facile d'aller en avion. Et donc, je ne l'avais jamais vue avant. Hein. J'ai réservé un logement à Varsovie pour 3 jours, elle et moi. Elle a pris un bus pendant 10 heures de Minsk à Varsovie. Moi, j'ai pris un avion et là-bas. Et donc, on s'est retrouvés comme ça le vendredi soir ou jeudi soir, je sais plus, je pense que c'était un jeudi soir. Et j'étais la chercher à la gare des bus à Varsovie. Et on est rentré dans le taxi, elle et moi. On s'est dit bonjour, on a discuté un petit peu, puis on a pris le taxi. On a directement été à l'appartement où j'avais acheté un peu de vin. On a commencé à parler pendant 1 heure, 1 heure et demie. On s'est embrassés. Et un peu plus tard dans la soirée, avant d'aller se coucher, elle était dans la salle de bain. Elle est ressortie en petite nuisette noire, super sexy. Et bon, la nuit s'est très bien passée. Mais quand je te raconte cette histoire, et je la raconte souvent d'un titre, je la prends comme symbole en fait. Je pourrais t'en raconter 10 ou 50 différents, mais ça c'est pour moi le symbole de ce que j'essaie d'expliquer. Donc, féminine, hôtesse de l'air. En plus, les hôtesses de l'air sont généralement très féminines, qui habitait à l'étranger. Donc, je l'ai matchée alors qu'elle n'est pas dans le même pays. Donc, elle s'est révélée être plus disponible, plus accessible. Et tu pourrais dire, oui, c'est un peu la paumée de Minsk qui sort pas de chez elle. Non, c'était une hôtesse de l'air qui voyage beaucoup, tu vois. Donc, on parle pas de la fille qui n'a pas d'argent, qui est dans un petit village ou je sais pas quoi, non. Et alors bien sûr, on s'est rendu compte qu'on se plaisait et qu'on avait des points communs, c'est évident. Elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un rapport qui s'est créé. Et dès que c'était, vu qu'on s'est rendu compte que c'était réciproque, elle n'a pas hésité une seule seconde pour prendre un bus 10 heures. Dis-moi toi tu games depuis 10 ans, 12 ans en Belgique, et les auditeurs dans leur pays respectifs, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, savent à quel point les filles ici sont fainéantes. Tu vas leur dire, je suis à... Bon, après, il y a des exceptions, bien entendu, mais est-ce que tu t'imagines demander à une fille, belge ou française ou équivalente, de te rejoindre dans un pays alors qu'elle ne t'a jamais rencontré, et même si elle t'a rencontré, qu'elle prenne l'initiative de tout réserver, de prendre ses responsabilités de le faire. Moi, personnellement, en 15 ans de game en Belgique, des histoires comme ça m'est jamais arrivé une seule fois. Donc voilà. C'est une histoire symbolique qui reflète un peu l'état d'esprit que tu peux trouver chez ces femmes de l'Est. Fascinant, magnifique. Voilà, donc ça c'était une des autres expériences. J'en ai une troisième, mais bon, ça sera un peu long à expliquer, donc voilà. Non, écoute, on a dépassé l'heure, on est presque à 1h10 minutes presque. Je te propose qu'on termine par une petite conclusion.
Euh, alors, premier point, voyager, changer d'environnement, c'est le moyen le plus rapide pour booster ta VMA, Mhm. ta valeur sur le marché de l'amour. Exact. Euh, car, oui, car tu changes d'environnement tout simplement et tu sais que tout est contextuel, hein, tout dépend aussi de l'environnement. Surtout de nos jours avec Internet et les vols bon marché, tu peux facilement élargir ton champ d'action, ton terrain de chasse. Tout à fait. Nous avons un très bon ami qui, maintenant, à un certain âge, comme je le formule, c'est comme s'il était 60 vieux. ans, Mais bon, non, je pense qu'il a 42, 43, ouais, donc 41. oui, oui. Enfin, ça fait déjà quoi, 15 ans qu'il s'amuse, qu'il vit dans l'abondance. Et là, maintenant, il a enfin envie de se poser. Il est très rationnel, il sait exactement ce qu'il veut. Mhm. Son expérience lui a permis aussi d'avoir une vision beaucoup plus riche, complète, diversifiée de ce que le marché de l'amour, de ce que le marché de l'amour a à lui proposé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inscrit sur un site populaire. Enfin, je préfère ne rien dire hein, à son sujet car voilà, enfin, je sais qu'il peut L'anonymat. aussi. Ouais. Oui, je ne sais pas s'il va l'apprécier ou non. Hein. Mais il cherche en Europe de l'Est. Il dit, je veux me trouver une compagne fiable pour du long terme, Ouais, pour une relation assez traditionnelle, une fille, comme tout mec d'ailleurs, une fille dont je serais fier de me montrer, avec qui je serais fier de me montrer dans la rue, une fille que je pourrais présenter avec fierté à ma famille, à mes amis, etc. mhm. Et ce mec, il a voyagé partout dans le monde. Mais ce qu'il faut aussi mentionner ici. US, Europe de l'Est. Oui, pardon, oui, je continue, j'ai continué à... Ouais. Non, mais simplement parce que ce que tu disais par rapport à cet ami, ce qui est d'autant plus fascinant et qui est assez aussi troublant, c'est que lui, sa priorité, c'était de trouver quelqu'un qui parlait français. Manière, parce que voilà, il adore cette langue. Voilà, c'est quelque chose pour lui, c'était un critère de base. Donc lui, il voulait absolument, et pourtant tu connais les efforts que lui organisait comme il est, met dans toutes ses entreprises, y compris en matière amoureuse, et il a été obligé de se rendre à l'évidence et à un moment donné de chercher ailleurs. Il était prêt à faire des concessions d'un point de vue voyage, etc. Parce qu'à un moment donné, il n'arrivait simplement pas à trouver. Et une des raisons, c'est parce que bien sûr aussi, il a beaucoup voyagé, beaucoup expérimenté, donc il avait certaines attentes aussi. Et je pense que en tant que mec, c'est normal d'avoir des attentes et il n'y a pas de problème à ça, mais il n'arrivait simplement pas à trouver ici. Et tu connais mes amis, c'est souvent des amis qu'on a en commun, toi et moi, tous, quasi sans exception, sont aujourd'hui avec, ou en tout cas ont des rendez-vous. J'ai le frère d'un ami, un très bon ami à moi que tu connais, qui a été marié pendant 12 ans ici en Belgique. Et puis à un moment donné, bon, il était aussi il n'était pas très motivé à l'idée d'aller voir ailleurs. Et puis depuis qu'il a commencé à découvrir certains pays qu'on a mentionné ici, comme la Hongrie, etc., eh bien, alors que bon, il a ses enfants ici en Belgique, il a été marié, il était aussi dans l'optique, rester ici, et il a dû également lui aussi se rendre à l'évidence, et depuis 3 ou 4 ans, je pense qu'il n'a plus eu une seule copine francophone belge, ou même française. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes ses copines sont... et c'est pas qu'il il est obligé, parce qu'il a découvert une certaine façon une féminité chez ses filles, une culture particulière. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as découvert tout ça, ça sonne très basique, très bateau, dire oui, une fois que j'ai découvert ça, je peux plus... Mais effectivement, c'est parce que en tant qu'homme, je pense que c'est ce qu'on recherche. On veut de la féminité, on veut quelque chose qui nous donne envie, qui est doux, et en fait, ça sonne très basique, hein, mais c'est de plus en plus compliqué à trouver dans nos pays occidentalisés et malheureusement empreint de féminisme un peu trop souvent, tu vois. Enfin voilà, j'ai aussi digressé, mais voilà. Ouais, ok. Donc, encore une fois, en conclusion,
avec Internet et les vols bon marché, tu peux élargir ton champ d'action, ton terrain de chasse, en changeant d'environnement. Voyager, changer d'environnement est le moyen le plus rapide pour booster ta VMA, car toute valeur est relative au contexte, dépend du contexte aussi. Mais le fait de voyager va aussi juste t'enrichir, c'est évident, d'un point de vue expérience de vie, vision, ça va nuancer ta vision, tu entres en contact avec de nouvelles cultures, quoi. Tu vois le monde, tu découvres le monde, on apprend par expérience. Littéralement, ça va te donner plus de profondeur, plus de contenu, aussi que tu auras juste plus de trucs à raconter. Car faut pas oublier non plus, c'est un point très très important à mentionner, l'apprentissage de la séduction, la maîtrise de la séduction, avoir une boîte à outils assez remplie avec des techniques de séduction, avoir un bon mindset, donc apprendre la séduction. Ça, c'est limité, je veux dire, l'effet que ça peut avoir, l'effet de levier que ça peut avoir est limité. Je le formule autrement. Tu prends un clochard petit, moche, gros, il peut apprendre toutes les techniques de séduction au monde. Ça va pas changer grand-chose. Tout à fait. Il doit se concentrer sur d'autres éléments pour augmenter sa valeur sur le marché de l'amour. Pareil, même si tu es un mec moyen ou même si tu as une valeur sur le marché de l'amour élevée, l'impact de l'apprentissage de la séduction sur ton succès auprès des femmes connaît une limite, un plafond. Et il y a d'autres aspects sur lesquels tu peux te concentrer qui peuvent t'aider à dépasser ce palier. Exactement. C'est un bon. Voilà, c'est le fait dépasser le palier, exactement. C'est de voyager, de booster ta VMA en changeant d'environnement. Écoute, c'est juste la réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui partent en Asie. Tu vois, des mecs de 50, 55 ans qui en ont marre, divorcés, tu vois, chauves avec des gros bides, qui partent là-bas. Ouais. Car ils jouent sur la différence de statut, de standard de vie. Voilà, là, ils ont du pouvoir, ils ont des thunes, ils peuvent niquer, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils se payent des putes là-bas, bon marché, jeunes, fraîches. Ils vont faire la fête, ils vont baiser, et puis voilà. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres moyens. Il y a plein d'autres moyens de booster ta valeur sur le marché de l'amour en changeant d'environnement. Voilà. Bon, il y a d'autres points qu'on peut aussi mentionner dans la conclusion, c'est que, comme tu l'as dit, les femmes de l'Ouest, c'est une généralisation encore une fois, sont plus attirantes. De l'Est, tu veux dire, de l'Est. Oui, de l'Est, merci. Attention, là, tu pars en sucette. C'est la fin. Il faut terminer ce podcast, tu commences à divaguer. Ouais. Il y a des différences individuelles, tu les dragues pas spécialement autrement, tu t'immerges dans l'environnement pour t'adapter, tout simplement. Et on n'a toujours pas répondu à la question du mec pour les relations, pour se mettre en couple avec ces femmes. Qu'est-ce que j'en pense? Que penses-tu alors des relations avec des femmes de l'Europe de l'Est? Je pense que c'est quelque chose, c'est aussi un apprentissage. Il ne faut pas croire que tu vas arriver là-bas et tu vas ramener quelqu'un une semaine plus tard et c'est bon, c'est parti, tu vas trouver ta femme pour les 40 prochaines années. Déjà, il y a un problème qu'il faut prendre en considération, c'est la langue. Donc, il faut soit que toi, tu aies un niveau d'anglais suffisant et qu'elle également, et que vous trouvez à ce moment-là un langage commun avec un niveau suffisant. Parce que sinon, personnellement, je ne sais pas comment tu vas créer une relation. Bon, il y a des mecs qui parlent pas énormément, qui parlent pas la même langue avec des femmes, et bon, ça leur plaît, tant mieux, je ne juge pas, mais d'un point de vue optimal, pour être optimal, il faut au moins avoir un bon niveau d'anglais, ou alors trouver une femme, assez bizarrement aussi, tu en trouves pas mal, qui parlent très bien le français ou l'italien ou l'espagnol en Ukraine, en Russie, etc. Donc une femme qui parle aussi ta langue, de sorte à ce que vous puissiez communiquer. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite,
il faut aussi comprendre, ça je l'ai dit, il y a des différences culturelles, pas énormes, parce qu'on est quand même sur les mêmes religions, on est sur les mêmes, les mêmes cultures, mais il y a quand même des différences. Bon, au niveau de leur éducation, au niveau de leur vision de la vie, au niveau de leur vision relation homme-femme. Et donc, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, connaître, comme je l'ai dit, le marché du dating local pour pouvoir aussi prendre ça en considération. Donc, ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Mais est-ce que ça vaut la peine? Mais bien sûr que ça vaut largement la peine. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, ça c'est évident. Moi, personnellement, et je le dis de manière tout à fait honnête, je ne me vois pas, sauf exception, être avec quelqu'un d'autre qu'une fille de cette catégorie. Ça ne veut pas forcément dire de là, ça pourrait même être une fille sud-américaine, hein, par exemple colombienne, parce qu'elles ont des caractéristiques aussi similaires de féminité, de sexualité, etc. Mais personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas avec une femme de l'Occident, hein, à part de nouveau exceptions. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que oui. Après, les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Mais il ne faut pas croire que c'est... faut pas croire à la baguette magique non plus. Ça va devoir... il y aura un temps d'adaptation, il faudra être sur place, il faudra comprendre, il faut trouver un langage commun, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne sur place. Mais une fois que tu auras compris ça, et ça ne demande pas forcément des années, hein, ça peut se faire en l'espace de quelques voyages et sur place de manière intensive. Voilà. Ça prend quand même un peu de temps. Ok. Donc ta réponse est oui. Oui. Nicolas, vas-y, fonce. C'est bien ça, c'est Nicolas son prénom. Pour moi, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience qui ne peut qu'être favorable. Et comme tu l'as dit, ça te fait évoluer en tant que personne, en tant que séducteur, dragueur. Ça augmente ta boîte à outils. Ça te force aussi peut-être à commencer une langue étrangère. Donc ça peut être que bénéfique sur ton développement personnel. Hein. Donc pour moi, c'est un grand oui, évidemment. Et on termine par un email de Joël. Yes. Salut Roby, salut Consti. Je voulais quelques renseignements concernant ce séjour à l'étranger, le prix, etc. Donc Joël, je t'ai envoyé un email avec des infos. Donc c'est pour c'est un atelier à l'étranger, un séjour, un résidentiel. C'est l'atelier, le script. Je continue avec l'email. Au passage, excellent podcast. Je ne sais pas de quel podcast il parle. Là, je viens juste de terminer le script. Ta formation à toi, Roby. Le script est franchement au top. J'ai quitté ma copine mardi passé et en un week-end, j'ai ramené une petite meuf chez moi que j'ai niquée pour arriver à mon appart. Et choper un numéro béton d'une autre que je revois ce week-end. Bref, merci pour tous ces conseils. C'est le feu. Voilà, bon après-midi, les gars. Joël. Yes. Merci pour ce joli témoignage, Joël. Roby, il parle de ta formation, le script. C'est quoi exactement? Tu veux que je fasse encore une auto-promo? Yes. Alors le script, c'est difficile, généralement c'est toi qui fais la promo. Le script, c'est effectivement ma formation, donc c'est plusieurs modules, 7 modules pour être précis. Ça répond à quelle question? Ça répond à la question quoi dire, comment le dire, yes. et aussi où le dire, pour du début à la fin de l'interaction, donc de l'approche, même si tu ne la connais pas, à la fin de l'interaction, y compris les phases de texting et de rendez-vous, pour passer de l'approche à la conclusion. Et quand je dis conclusion, je reprends les termes de Joël, il s'agit d'aller sous la couette. Voilà, il n'a pas choisi ces termes-là. Non, il n'a pas choisi. Bref, donc voilà, ça c'est la formation, le script. Et c'est bien sûr, on parle de l'approche dans différents environnements, donc à savoir la rue, et la soirée au sens large. On parle également du web dating, donc sur Internet, avec des scripts bien spécifiques pour approcher et conclure sur le web dating. On parle également quoi dire, comment le dire, avec des phrases toutes faites, toutes données pour toi lors de la phase de l'échange de texte, donc sur WhatsApp, Viber, etc. Et on parle également du rendez-vous, donc quoi faire, quel endroit choisir, comment se comporter, quel sujet aborder durant le rendez-vous, comment surmonter les obstacles comme elle ne veut pas se laisser embrasser, elle ne veut pas rentrer chez elle, je n'arrive pas à augmenter l'intimité physique. Toutes ces questions, bon, Non, tu veux dire non, elle ne veut pas te laisser oui, rentrer elle ne chez veut pas
te laisser rentrer chez elle ou elle ne veut pas rentrer chez elle dans le sens quand tu dis on peut aller chez toi après on est assis sur le divan Ouais, d'accord, elle veut pas qu'on rentre chez elle que vous rentriez chez elle en gros tu peux te dire qu'avec le script toutes les questions et tous les obstacles je pense avoir été assez complet quand Steve pourra confirmer ou pas de toutes les questions et tous les obstacles que tu peux avoir lors des premières phases, lors d'une interaction. Ouais, yes. Donc, si je comprends bien, pour résumer, le script répond à la question que dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Yes. Tu donnes des phrases de drague, des techniques de drague, des petits scripts. Hein, donc, c'est vraiment des trucs à dire, tout fait, pour les différentes phases de la séduction. Pour les objections et les obstacles les plus courants, j'ai un petit ami. Elle n'a pas le temps. Hein, elle doit rentrer. Des trucs, ouais. Il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Et ça pour aussi différents contextes. La rue, les bars, les boîtes, Internet. Ensuite, quand tu chopes le numéro, hop, tout ce qui est message. Exact. Ensuite, quand tu as fixé le rendez-vous, c'est comment? Pour le rendez-vous, tu as vraiment un script bien déterminé, hein, découpé en étapes, pour passer du début du rendez-vous à... Là, je vais reprendre les termes de Joël pour ramener la petite meuf chez toi et la niquer droite arrivée à ton appart. Attention, hein. En même temps, ça sonne tellement plat, tellement horrible, et en même temps, je trouve ça tellement drôle. Et c'est vrai, quoi. Ouais, bref, voilà. Ouais, tu as aussi un module sur le mindset, hein, comment développer le bon état d'esprit, comment se préparer hein, quand tu sors, comment te préparer mentalement, comment influencer tes émotions, car parfois quand tu sors, tu es un peu nerveux, crispé, tu arrives devant la boîte, tu es intimidé par la foule, oh là là, les autres sont cool et beaux, et moi je suis pas cool et moche. Comment donc booster ta motivation, tes émotions, etc. pour te sentir en forme, motivé, confiant, viril, dominant. Tout ça. Et ainsi de suite. Et, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, tu cliques sur le lien se trouvant en bas dans la description. Roby, c'est, je pense, un des podcasts les plus longs qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je sais pas. Ouais, 1 minute 30 presque. 1 minute 30 ou 1h30 Oh tu vois, il est vraiment temps qu'on termine. 1h30, oui. Voilà. Ok, parfait. Un grand merci. Merci pour ton partage. Cher auditeur, merci à toi. Nicolas, merci pour tes commentaires. Joël, merci pour ton email. À très vite. Bye bye.